Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Zamana Kinkela. Je suis très contente que vous soyez ici parmi nous. Donc, je disais, je suis entrepreneur, coach, gestionnaire des affaires. Je suis formatrice aussi. Et puis, j'ai des études universitaires en relations industrielles, sciences économiques et comptabilité. Je suis team leader dans la gestion des contrats des consultants informatiques au gouvernement fédéral et précisément au ministère des Pêches et Océans et la Garde côtière canadienne. Alors, je suis présidente fondatrice de l'entreprise que vous voyez ici, Zandal Management, qui est un amalgame de une entreprise que j'ai conduite, que j'ai managée ici pendant près de 15 ans et puis que finalement euh, en fait, je ne l'ai pas arrêté comme tel, mais les circonstances ont fait que j'ai dû fermer et finalement, je l'ai reparti dans une plus grande dimension et pour offrir en fait une plateforme au développement économique par des billets de solutions entrepreneuriales, managériales très simples et très pratiques. Et je pense que vous allez voir, j'ai une approche qui est vraiment simple. Alors, je suis aussi directrice coordonnatrice de la communauté francophone de Nehemiah et qui est un leader mondial dans l'entrepreneuriat biblique. Et avec ça, j'ai aussi une franchise que j'ai acquise pour pouvoir combiner avec l'entrepreneuriat que j'offre déjà et avoir en fait cette branche biblique euh, pour offrir à tout type de clients, étant donné que déjà au départ, je suis chrétienne, donc je voulais aussi offrir cette possibilité de l'entrepreneuriat biblique aux chrétiens. Donc, ceci dit, la vision de l'entreprise, c'est de bâtir une communauté africaine francophone créatrice d'emplois, génératrice de suffisamment de revenus pour impacter les populations, les nations et le monde. Et on le fait à travers la formation et la consultation dans l'entrepreneuriat, la gestion des affaires, la gestion des projets. Et on partage des informations à travers des blogs, des séminaires, des conférences, des salons professionnels et on supporte les entreprises et les marketplaces. Alors, la formation, elle est principalement basée autour de management, donc tout ce qui concerne la gestion ressources humaines, production, projet, gestion de la paye. Après ça, on a tout ce qui concerne le budget, la comptabilité, la planification financière et ainsi de suite. Après ça, on fait le coaching et la consultation. Ici, j'aimerais vraiment apporter une distinction parce que souvent, les gens font un grand amalgame entre le coaching et la consultation. Le coaching, c'est de l'accompagnement pour amener les gens à être indépendants à travers une démarche qui les rend autonomes dans leur façon de concevoir leur entreprise. Par contre, la consultation, c'est quasiment de la sous-traitance où on va venir vraiment apporter un soutien comme si on faisait partie intégrante de l'entreprise. Donc, on nous donne un mandat et on travaille avec l'entreprise comme si on faisait partie de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment une approche que j'aime faire la distinction parce qu'aujourd'hui, on dit consulting en ceci et puis coaching en cela. Finalement, on ne sait pas trop la différence. Donc, voilà une distinction que je voulais apporter. Je me spécialise, donc Zandal Management se spécialise beaucoup dans le développement d'entreprises et la structure organisationnelle. On offre aussi beaucoup de la planification et l'organisation des activités, mais surtout là, au niveau de la stratégie de l'entreprise. Alors, le coaching qu'on offre, et c'est sous base de ce coaching qu'on bâtit aussi notre support de consultation. Euh, c'est pas compliqué. On me contacte d'abord si on a un besoin. Après, on décide d'aller entre les trois propositions de coaching que vous voyez ici. Un coaching de groupe pour les startups, qui est un accompagnement au démarrage souvent. Alors, je peux avoir 3, 4 ou jusqu'à 10 euh, entrepreneurs qui veulent aller en coaching. Donc, l'approche ici est très intéressante parce qu'elle revient moins cher par, euh, par entrepreneur et elle donne une idée vraiment générale et globale dans le démarrage. Après ça, on a le coaching corporatif qui va vraiment venir aider les personnes qui sont déjà en emploi ou qui ont déjà démarré leur entreprise et qui veulent vraiment avoir une possibilité de avoir une vision
global du développement de leur entreprise. Par contre, le coaching exécutif, souvent, ça va être pour la croissance de l'entreprise. La croissance et même, je dirais, l'expansion de l'entreprise. Alors, c'est vraiment un système qui est très éprouvé parce qu'on va passer par le cycle de vie de l'entreprise qui va nous emmener plus dans les stratégies de développement et de croissance de l'entreprise. Après, on va passer dans l'évaluation, les systèmes et les processus de marketing et vente. Et là, on va tomber dans la clé du succès d'une entreprise, on va dire une entreprise, l'entreprise de 2020. L'entreprise du siècle présent, le succès passe par le système et l'innovation. On va aller développer les systèmes de l'entreprise pour rendre l'entreprise autonome, qu'elle soit capable de fonctionner avec ou sans le propriétaire. Donc, vraiment, elle existe et puis elle existera toujours, en fait. C'est vraiment ce genre d'entreprise que on a nos enfants qui sont nés, ces entreprises étaient là, on va mourir, leurs enfants vont naître, ils vont trouver quand même encore ces entreprises-là. Là, on parle même plus réellement du propriétaire ni de l'entrepreneur. L'entreprise a sa propre identité, sa propre personnalité. Alors, ensuite, on va toucher aux équipes et au développement financier qui, cette partie ici, soutient quasiment toute l'entreprise dans toute sa dimension. Donc, tout ce qui concerne le développement financier va concerner toutes ces étapes. Les équipes aussi vont concerner, ils sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc, le coaching et la consultation qu'on offre, et c'est vraiment un système très, très éprouvé. Alors, la clientèle qu'on vise, c'est le privé, le parapublic, le public, le social, donc l'entrepreneuriat social qui est un entrepreneuriat qu'on entend de plus en plus depuis on va dire, les 20 dernières années. Et dans le but de se rendre, faire bâtir des systèmes d'entreprise générationnels et qui sont fondés sur la structure et le développement organisationnel. Ceci dit, ça m'emmène tout de suite et directement dans le but de notre présentation, qui est la force du cash flow. Alors, la question qui est aujourd'hui, c'est, ça vous est déjà arrivé, parce que moi, ça m'est arrivé dans les 2 premières années de ma première entreprise, donc gestion SIGA quand je l'ai partie. Au bout de 2 ans, je me demandais, mais comment ça se fait que je fais chaque fois des profits. Chaque année, j'ai fait des profits, mais que je n'arrive quand même pas à m'en sortir. Comment ça se fait que j'ai déjà passé le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que j'ai déjà réussi à retourner dans mon investissement, mais je n'arrive quand même pas à réussir. Donc, à force de travail, finalement, j'ai découvert la magie du management du cash flow, donc la gestion de la liquidité. Alors, la plupart des entreprises ont fait faillite dans les 2 à 5 ans parce qu'on fait vraiment beaucoup attention à notre chiffre d'affaires. On fait attention aux profits qu'on a générés. Mais réellement, l'entreprise ne fonctionne pas au quotidien. Dans son quotidien, c'est la liquidité qui lui permet de rendre l'entreprise fonctionnelle, de gérer ses opérations, de payer ses salaires, de rembourser les dettes. Et tous ces montants d'argent qu'on paye pendant l'année ne se retrouvent pas nécessairement dans notre état des résultats qui nous informent en fin de compte de notre chiffre d'affaires et euh, de notre profit. Toutes ces dépenses, ce décaissement arrivent de partout, mais ne se retrouvent pas dans ce rapport comptable qui nous informe de notre chiffre d'affaires et de notre profit. Et c'est ainsi que moi j'avais pensé, c'est une information qui est très importante à partager à tous. Alors, le cash management que j'ai vraiment gardé en anglais, mais c'est vraiment gestion de la liquidité, ça concerne quoi? Ça concerne les comptes clients, ça concerne la gestion de l'argent elle-même, de lui-même ou elle-même, je ne sais plus trop, en anglais, c'est cash management. Alors, les comptes payables,
le recouvrement de nos comptes, la gestion de nos prévisions et tout ce qui concerne aujourd'hui euh, tous les montants qu'on paye à travers toutes les transactions qu'on fait, comme aujourd'hui, si vous êtes à Bamako, si vous êtes à Kinshasa, en Belgique ou n'importe où dans le monde et qu'on assiste aujourd'hui dans ce séminaire qu'on propose aujourd'hui, on a payé l'argent à travers un outil bancaire quelconque qui nous emmène à transférer l'argent à RBB. Alors, tous ces montants d'argent-là génèrent encore d'autres frais. Donc, ça, c'est vraiment l'information qu'on veut aller regarder aujourd'hui. Le cash management lui-même, il sert vraiment à un moyen de paiement, euh, la gestion des opérations à distance, le suivi des comptes, la centralisation de la trésorerie. Donc, c'est très important pour nous de comprendre à partir, oui, on veut avoir de l'argent, on veut être payé, mais il faut qu'on produise ou qu'on suggère une façon d'être payé. Mais aujourd'hui, actuellement, ce qui importe le plus, c'est trouver le moyen d'être payé, mais le plus rapidement. Pourquoi ça, on va voir bientôt. Euh, c'est- bon, l'image, je voulais juste... Attendez, je vais faire un back. Dans l'image, le cash management nous renseigne pourquoi tous ces moyens sont devenus importants parce que c'est en anglais, mais je vais essayer de le traduire directement. Ça, on va gérer des taux de change qui doivent être compétitifs parce que si on est tout le temps en train de faire des transactions et puis qu'on ne s'intéresse pas aux taux d'échange compétitifs, ben, la banque nous charge des taux de change réguliers. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver les taux de change. Exactement comme on veut acheter une maison, tu vas chercher, on va aller trouver le taux d'intérêt qui nous convient le mieux. Donc, la même chose. Alors, nos transactions, on va faire attention ici aux transactions bancaires, à tous les frais qu'on paye au niveau de transactions bancaires, parce qu'il faut encore à ce moment-là aller trouver le moyen de baisser ces frais-là. Ça va nous sauver de tout ce qui est transactions opérationnelles au niveau bancaire, que ça nous permet de sauver du temps pour l'équipe comptable qui, qui retrace en fait l'information des paiements. Ça va aussi nous permettre de reporter les chiffres de façon très intéressante dans le temps, de façon sécuritaire et fiable, et avoir une standardisation de nos comptes. Et ça fait tellement gagner du temps que si on avait par exemple un employé qui fait 10 heures pour faire cette tâche-là, avec une standardisation de système, ça nous permet maintenant de faire peut-être 3 heures. Donc de payer un personnel pour 3 heures plutôt que de payer cette personne pour 10 heures. On va investir peut-être beaucoup au début, mais à long terme, on gagne énormément avec cette façon de procéder. Alors, euh, la prochaine chose que j'aimerais vraiment faire comprendre, c'est que la gestion de liquidité, donc le cash flow, c'est la gestion du flux de trésorerie. Ce qu'on vient de voir, c'est la gestion du cash. Lui-même, la liquidité, quand elle entre, elle sort avec les outils. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut euh, comprendre avec la gestion du flux de trésorerie, c'est le mouvement de liquidité que l'entreprise a, les entrées et les sorties de fonds, et surtout aller s'assurer de nos comptes clients et de nos comptes fournisseurs et nos stocks. Pourquoi ces trois choses viennent nous être très importantes? Parce que si l'entreprise existe, elle existe à cause d'un produit ou un service qu'on qu'on offre. Et si elle existe, ça veut dire qu'elle va générer des dépenses et ces dépenses doivent être payées. Et donc, c'est ça ici qui nous importe beaucoup parce que la plupart de nos transactions bancaires vont se passer, ou du moins la liquidité qu'on attend arrive de nos clients et ça nous permet de payer nos fournisseurs et de payer nos stocks de marchandises selon qu'on est une entreprise de produits, de services ou de production. Alors, il faut aussi s'assurer que
tout ce qu'on a va créer de la valeur nette sur notre immobilisation. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas investir dans comment on va dire ça, dans l'achat d'un immobilier, si en bout de ligne, ça va enlever de la valeur nette dans cette immobilisation. Donc, je veux vraiment m'assurer que c'est quelque chose que je vais faire et que ça va produire de l'argent. Donc, est-ce que si j'achète un immobilier, je peux aussi louer un local? Est-ce que si j'achète un bâtiment, est-ce que ça peut aussi m'aider à générer de l'argent, soit s'autofinancer par lui-même ou créer une possibilité de gagner de l'argent ou du moins ne pas me pousser à tout le temps sortir de l'argent parce que ça devient une immobilisation qui crée la dépense. Euh, donc, ça, c'est pour comprendre. Alors, l'objectif, si je résume tout ça, c'est vraiment d'améliorer la productivité de la société, améliorer la gestion du fonds de roulement. Excusez-moi. Oui, je vais mettre un petit peu en bas. Améliorer la gestion du fonds de roulement. Bernadette? Bernadette? Oui, vous voulez bien vous muter? Coupez le micro, Bernadette. Bonjour, Bernadette. Bonjour. S'il te plaît. Donc, c'est ça. Alors, améliorer la gestion du fonds de roulement, favoriser l'accès au financement et donc à du crédit. Pourquoi favoriser l'accès au financement? Parce que si vous arrivez à la banque et vous voulez demander de l'argent ou qu'on vous prête ou vous avez besoin d'une certaine marge quelconque, mais que dans vos livres comptables, on voit qu'il y a beaucoup de rouge, ils ne vous font plus confiance. Donc, ils veulent vraiment voir que ça fonctionne. Et le fonds de roulement et une partie de la gestion du fonds de roulement, c'est le cash flow. Alors, donc, je vais raconter cette petite histoire que je viens de vous dire dans un monde réel pour ramener ça vraiment dans une réalité concrète. La liquidité ressemble au carburant d'une auto. Hein, on a une voiture, on veut aller d'un point A à un point B et je pense qu'il n'y a personne qui veut quitter la ville et puis s'en aller au village ou bien en vacances dans une ville à côté, il prend sa voiture et puis il s'en fout s'il y a assez d'essence ou pas, et puis il va arriver à destination. C'est impossible, il n'arrivera pas. Donc, la liquidité dans l'entreprise, ça ressemble au carburant. Donc, qu'est-ce que ce carburant va faire? Il faut que chaque entrepreneur, chaque manager s'assure que j'ai suffisamment d'essence pour créer les activités de l'entreprise, faire les transactions de l'entreprise, gérer les opérations, les ententes que j'ai eues, les engagements, les encaissements, les décaissements, les paiements, les rentrées, les sorties de fonds quelconques, quels qu'ils soient. Je veux que ce carburant m'emmène d'un point A au point B pour pas que j'arrive en plein milieu de mon parcours et puis que je sois en manque de carburant. Donc, ici, c'est s'assurer d'avoir suffisamment pour que les activités, les transactions, les opérations, les ententes, les encaissements, les décaissements et les paiements, bref, toutes les rentrées et les sorties prévues et imprévues de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi imprévu? Qu'on doit avoir une marge au cas où de l'entreprise ait lieu sans que cette liquidité ne fasse défaut et sans donc que le carburant ne nous empêche d'arriver à destination. C'est ça qui est la réalité de la liquidité dans l'entreprise et ça qui fait en sorte que même si on a un bon chiffre d'affaires, même quand on a de bons profits, que malheureusement, on arrive quand même à fermer, à faire banqueroute à un moment donné parce que ce n'est pas l'activité qui n'était pas bonne, c'est la gestion de l'argent qui n'a pas été bonne. La question est, qu'est-ce que je fais ou comment je m'y prends pour que cette liquidité ne fasse pas défaut? La première va être au niveau de la politique de nos comptes clients. Selon l'entreprise, on va dire qu'il faut avoir d'abord une gestion stricte des comptes clients.
ça concerne une politique qu'on va établir au niveau de nos produits ou de nos services offerts. Donc, comment moi, je vais facturer mes clients et comment je compte percevoir cet argent. Donc, si je suis une entreprise qui produit un service ou un produit qui est effectué ou consommé sur une longue période de temps, alors on va faire une vente, on peut se permettre d'offrir à nos clients un paiement par échelonnement un échelonnement de paiement parce qu'on va dire qu'on va faire une vente par avancement de travaux. Donc, comme vous voyez ici, ça va dépendre de qui, mais on va dire, pour faire ça, on va proposer un paiement échelonné, paiement à crédit donc. On peut exiger initialement, avant de commencer la transaction, le travail, on va dire, 25 à 50% selon l'entreprise, selon le type d'entreprise. Le solde à recevoir sur le paiement, donc, va être échelonné selon la manière dont vous l'avez établi avec le client. Et puis, le type de paiement est varié. Ça peut être un TERAC, une carte de crédit, peu importe, mais tout ça, vous devez aussi être en mesure de vérifier quels sont les coûts que ça engendre au fur et à mesure, parce qu'il y a des taux d'intérêt qui sont des fois plus grands. C'est-à-dire, pour le client, c'est le taux d'intérêt. Pour vous, c'est le taux le frais de transaction. Alors, ce genre d'entreprises, qui sont-ils? C'est des entreprises qui font la construction, par exemple, l'ingénierie, le transport. Alors, quand je dis le transport, ce n'est pas le petit transport en commun qu'on prend, parce que si tu fais le transport en commun, tu es mieux de te faire payer, tu ne connais pas le client, il entre et il sort. Donc, c'est vraiment de transport de marchandises. La haute couture, par exemple, ça peut prendre beaucoup de temps. Le project management, le coaching, la consultation, selon le type de service. Et maintenant, quand il s'agit de services et des produits qu'on consomme immédiatement, on n'offre pas de crédit à ce genre de trucs, contrairement à ce qu'on voit souvent, et ça, je veux vraiment mettre un accent, en Afrique, et c'est très triste parce que on fait du crédit, par exemple, sur un vêtement. On donne le vêtement au client et puis on lui dit, tu me payeras après. Mais finalement, le client, s'il ne te paye pas, tu ne peux même pas te prévaloir de récupérer ce vêtement-là parce qu'il a déjà été porté. Donc, la marchandise a perdu sa valeur immédiatement. Tu n'as même pas d'autre recours non plus de l'emmener. Tu n'as pas d'autre recours non plus de l'emmener dans un truc de recouvrement quelconque. Ça n'existe pas. Alors, la question que je me pose, sur quelle base le commerçant et l'entrepreneur africain qui fait un marché sur les vêtements, il se fie pour faire ce crédit-là à son client pour que cette personne te paye 10 jours, 20 jours, 30 jours, 45 jours plus tard et peut-être même jamais. Donc, c'est normal déjà en ce temps-là de penser qu'il y a beaucoup de chances que l'entreprise à un moment donné manque de liquidité et même fasse faillite parce que la marchandise n'est pas récupérable. Les accessoires de femmes, vêtements, chaussures, nourriture, services graphiques ponctuels, photographiques, quincaillerie destinés à un usage personnel, ça ne se prête pas, ça ne se donne pas, ça s'achète immédiatement comme tout ce que vous voyez ici et c'est parti, à moins que ça soit une marchandise commerciale, c'est-à-dire que j'achète en gros chez un fournisseur pour venir vendre dans mon magasin. Là, c'est une autre histoire, ça devient un B2B. Donc, un B2B, c'est une affaire, une entreprise qui fonctionne d'entreprise à entreprise. Donc, ils ont une marge de manœuvre au niveau de la flexibilité d'offrir du crédit. Alors, la gestion des comptes fournisseurs maintenant, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder de près. Fournisseurs sont considérés comme le financement par excellence de l'entrepreneur, sans avoir recours à aucun crédit bancaire ni à aucun investisseur. Donc, c'est des personnes
qu'on doit vraiment faire attention de garder un très bon rapport avec eux, de payer dans les délais, de sorte que le jour où vous êtes mal pris, il vous connaît, il sait que vous travaillez bien, vous avez toujours tendance à payer, même pas tendance, il a l'assurance que vous payez toujours à l'heure. Donc, la journée où vous avez besoin de plus de temps, c'est même lui-même qui va vous proposer, écoute, il n'y a pas de souci, vas-y, vends ta marchandise, tu me payeras un peu plus tard. Donc, tu viens de recevoir du crédit. C'est exactement ça le crédit. On te donne pour rembourser plus tard. La banque te prête pour que tu rembourses plus tard. Mais là, c'est le fournisseur qui te dit, il n'y a pas de souci, je te donne un 30 jours additionnel parce que lui, il peut avoir aussi une marge de manœuvre avec tous les autres clients qui le payent bien. Ensuite, on a la gestion de stock. La gestion de stock, ça, c'est une histoire qui est très, très... Bon, on va d'abord faire une distinction de stock. Il y a le stock de marchandises et le stock d'inventaire. Le stock de marchandises, c'est ça qui nous intéresse ici aujourd'hui. Parce que le stock d'inventaire, c'est une entreprise de construction qui possède des outils de construction, qui possède des outils, mais ces outils-là ne sont pas destinés à la vente. Donc, c'est des outils qui sont importantes, mais qui sont utilisées pour produire pour produire en fait le produit ou le service qu'ils vont offrir. Mais il n'est pas destiné à la vente. Le stock qui nous intéresse, c'est le stock de marchandises. Alors, on commence d'abord à avoir il faut avoir une bonne façon de regarder ça, parce que ça va vous montrer un peu où est-ce qu'on perd de l'argent aussi. D'abord, le stock doit être, on doit assigner une personne pour assumer les responsabilités de cette gestion du stock-là. Donc, d'abord, ça ne doit pas être un voleur, sinon il est en train de vous escroquer, puis l'argent est en train de disparaître sans que vous sachiez exactement par où ça passe. Il doit être très responsable en sachant quelles sont les étapes qu'il est en train de gérer. Donc, il doit analyser le besoin, il doit savoir exactement qu'est-ce qu'il a besoin qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Il doit avoir une idée de qu'est-ce qui s'écoule rapidement et qu'est-ce qui ne s'écoule pas rapidement. Il doit établir les besoins communs entre le vendeur et le vendeur et le client. Ils doivent développer des formulaires et des registres qui vont le permettre de faire un très bon suivi, établir un système pour recevoir et stocker, et puis gérer le système en question pour les stocks en question. Et au final, ça vient faire en sorte qu'il a un meilleur contrôle de son stock. Donc, tout ça, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, quand on pense à avoir de la marchandise qui est en stock, ça vous donne déjà une idée. Donc, il est préférable que le stock de l'entreprise soit directement sur les tablettes de vente pour créer les rentrées de fonds et non que ce stock se trouve en entreposage parce qu'il va vous créer des dépenses. Il crée des dépenses, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, cette marchandise, elle va créer une dépense parce qu'elle est là, elle n'est pas vendue, mais vous avez une dette au fournisseur à un moment donné, à une date échue, vous devez payer ce compte fournisseur-là. Et plus souvent qu'autrement, on aura tendance à le payer et sans vraiment avoir une idée de quand est-ce que je vais écouler ma marchandise. Et ça crée encore une fois une autre perte de liquidité qui nous échappe en fait quand on avance euh, dans nos affaires. Alors, la gestion de stock, comme je disais, l'entreposage coûte très cher. Nous, ce qu'on veut ici, c'est limiter les sorties immédiates de liquidité dans l'entreprise. On ne veut pas créer ces dépenses, on veut limiter. Alors, comment faire pour que le stock soit en vente plutôt qu'en entreposage? Ça, c'est vraiment, il faut aller penser à il faut regarder en fait, il faut observer ces affaires constamment. Je vends des sacs, des chaussures. J'ai souvent tendance à vendre, mettons, 5 ou 10 couleurs différentes. Observez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ce que je vends, quelles couleurs de chaussures sont liquidées rapidement? Ben, apparemment,
vous venez de réaliser que le bleu, le noir, le beige, le brun, euh, le rouge se vend facilement. Les couleurs jaune, bleu, vert, mauve, ça se vend pas souvent. Ça se vend, oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment matcher, faire, mais c'est pas des couleurs qui se vendent souvent. Alors, ce sont des couleurs que vous allez avoir peut-être très peu en stock et vous allez donc commander de plus en plus les couleurs qui s'écoulent rapidement. Donc, quand j'arrive avec ça, c'est rare que je garde une marchandise une marchandise de chaussures de couleur noire, brun dans mon stock rapidement pendant longtemps. Donc, vous allez plus avoir ce genre de couleurs-là que les couleurs qui ne s'écoulent pas vite. Ça, je prends vraiment ça parce qu'on est dans une conférence de femmes et je sais qu'on aime s'habiller, donc c'est très facile à expliquer. Alors, on va privilégier donc le stock qui a une grande demande sur le marché. Et en ce moment-là, on observe aussi sur le marché qu'est-ce qui s'écoule à part les chaussures et les sacs que je vends? Si je suis dans l'accessoire des femmes, alors je m'en vais chercher les choses qui s'écoulent facilement. Je vais alors remplacer le stock qui s'écoule moins vite par un stock qui s'écoule rapidement, qui n'est pas nécessairement un inventaire ou une proposition que j'ai toujours eue, mais parce que je suis dans l'accessoirisation, je vais aller chercher cet accessoire qui s'écoule rapidement et dans les couleurs plus ou moins que je sais qui vont. Alors on tente avec 10 marchandises, ça va bien, 30 et puis 50 et puis 100, puis finalement vous vous rendez compte que vous n'avez de moins en moins de la marchandise sur les étalages. Ça ici, je vous assure, ça coûte énormément cher. Ensuite, ce qu'on a, c'est en ce qui concerne les services, parce que là, j'ai parlé plus de produits. En ce qui concerne les services, on aura différents types de services. C'est vrai que c'est tellement différent. Par exemple, une école de formation, euh, avant la pandémie, ben, tout le monde est en train de travailler en présentiel, on fait des photocopies, on donne à nos clients, ils sont là pour une formation, tout va bien, on aime ça, c'est génial, mais avec la pandémie, on se rend compte qu'on fait beaucoup du live. Donc, on n'a plus beaucoup. Le seul document que j'ai, c'est ce que je vous présente ici, mais vous n'avez aucun papier qu'on a distribué sur vos tables. Donc, ça fait déjà beaucoup moins de stock pour moi en tant que formateur, mais ça, vous allez vous en rendre compte, ce n'est pas le stock de vente, c'est un stock d'inventaire. Et même si c'est un stock d'inventaire, on va vraiment faire quand même attention parce que c'est ça qui me permet de fournir mon service, ma prestation de formation. Un restaurant, par exemple, le stock est tellement varié et très difficilement gérable parce que c'est des aliments, c'est périssable. Tout ce qui est périssable, on le gère différemment de ce qui n'est pas périssable. Alors, ceux qui sont au restaurant doivent aussi avoir une très bonne idée. Qu'est-ce que je sers à mes clients qui a vraiment qui s'écoule rapidement? C'est-à-dire, ils aiment beaucoup le steak ou euh, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, je sais que la sauce graine, on aime ça vraiment. Bon, je vends la sauce graine, ça c'est sûr, je prépare le matin, le soir, il n'y a plus de sauce graine. Demain, je vais acheter mes légumes, je recommence la sauce graine. Ou je peux avoir un stock de légumes qui va durer peut-être 3 jours, parce que je sais que ça ne va pas pourrir en 3 jours, mais je ne m'achète pas un stock de un mois, alors que donc ça, c'est vraiment des petites choses qui vont faire en sorte que ça vient faire une très grande différence. Une scierie, par exemple. Une scierie en temps de crise comme ça, ou en temps de pénurie, en temps de pandémie, en temps de pénurie, on a de moins en moins de gens qui vont, il va scier le bois, il va le vendre, mais il a l'habitude de vendre à ce genre de construction-là. Mais tout d'un coup, la construction est au ralenti. Est-ce que ça vaut la peine de faire scier autant de bois si tu sais que tu ne le liquides pas? On va peut-être faire scier un nombre de bois limité pour que le travail qui est généré par la scierie
la scierie soit moindre et que le bois qui est transformé soit aussi moindre à la quantité demandée. Donc, c'est vraiment une façon de penser constamment qui vous permet de constamment ajuster à la hausse ou à la baisse euh, ce que vous produisez, mais tout en regardant aussi bien votre environnement externe et l'environnement interne de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment important. Maintenant, la prochaine chose, c'est de regarder le cycle d'exploitation de nos activités. Le cycle d'exploitation de nos activités, c'est vraiment pour nous permettre, c'est l'indicateur, on dit que c'est l'indicateur financier, le flux de notre entreprise. Alors, le flux de trésorerie, c'est vraiment juste aller imaginer, donc le cycle en fait d'exploitation, excusez-moi, c'est vraiment de compter, d'avoir une idée entre le jour où moi j'achète ma marchandise, ça je parle d'une entreprise de vente de produits, le jour où moi j'achète ma marchandise, jusqu'au jour où moi je vends cette marchandise, il s'écoule combien de temps? La raison est simple, c'est parce que entre les deux, je vais stocker ma marchandise. Le stockage me coûte de l'argent. Donc, idéalement, ce que je veux, c'est que entre le temps où moi j'ai acheté la marchandise et le temps où donc entre le temps où moi j'ai acheté ma marchandise et le temps où je dois payer ma marchandise, qu'il ne s'écoule pas suffisamment de temps pour que j'ai le temps de le liquider, que je paye mon fournisseur et que je retourne dans mes frais. Donc, le cycle d'exploitation n'est pas pareil. D'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'elle n'est pas pareille d'un type d'entreprise à un autre type d'entreprise. Je vais commencer par le milieu. Ça, c'est le type d'entreprise que moi, j'offre aujourd'hui. Moi, j'ai un type d'entreprise de service. Donc, j'ai de l'argent, j'ai investi dans, dans le matériel informatique, mais je l'investis une fois. Ça, c'est vraiment un investissement pour l'entreprise en général. Je ne veux plus réinvestir. Chaque fois que j'ai un client, je n'achète pas un ordinateur. Donc, ma trésorerie, elle est là, elle attend juste le travail. Elle fonctionne à partir de zéro, mon entreprise, hein. Elle n'a pas un fonds nécessairement après investissement d'ordinateur de ceci, qui est une dépense qui va se retrouver dans n'importe quelle entreprise. On a quand même besoin certains équipements pour commencer. Donc, mis à part ces investissements d'équipement, tout le monde, moi, je commence à zéro. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est trouver un client. Ce que je vends, c'est ce qui est dans ma tête. Ce que je vends une connaissance, je vends une pratique, je vends une compétence. Donc, quand j'ai le client, j'offre le service. Ce service a une valeur différente selon le besoin du client. Je donne un crédit d'un certain nombre de temps, dépendamment. Pour certains, c'est payé immédiatement, pour d'autres, c'est échelonné, selon l'entente et le besoin, effectivement. Donc, une fois que le client le paye, c'est fini, l'argent revient dans la trésorerie. Cet argent-là, ça va dépendre uniquement du fait que je veux investir dans un équipement beaucoup plus performant, beaucoup plus technologique, que ça va venir varier ma gestion de liquidité. Sinon, elle n'a vraiment rien, mais rien à voir avec une entreprise de produits. L'entreprise de produits, ici, avant même qu'elle commence, il faut qu'elle ait de l'argent pour qu'elle injecte dans l'achat de marchandises. Après ça, il faut qu'elle gère le temps que cette marchandise va être en stockage. C'est de l'argent qui dort. Avant que cette marchandise soit vendue et qu'elle se transforme à nouveau en argent liquide, pour qu'elle injecte à nouveau dans la marchandise et que ça reste dans le stockage et que ça revienne dans l'argent, en argent liquide et ainsi de suite. Pire encore,
un type d'entreprise qui produit, c'est-à-dire elle achète la machine, elle a de l'argent, elle injecte dans la matière première, elle injecte dans le stockage de la matière première qui va attendre d'être transformée excusez-moi, qui va attendre d'aller en production et puis qui va être un produit fini, qui va aller en stockage de produits finis et qui va aller en vente de produits finis pour produire maintenant l'argent. Vous voyez que le cycle est très long ici. Donc, on convient qu'entre ces trois entreprises, le besoin de financement n'est pas le même. La gestion de la liquidité n'est pas la même. La conscientisation de durée de stockage n'est pas la même. Moi, je peux avoir un stock ici quelque part, on n'a même pas mis ça parce que c'est vraiment pas le but dans ce truc. Un stockage ici, c'est un stock d'inventaire qui n'est pas un stock de marchandises. C'est un stock d'inventaire, c'est des stylos, mais ça n'a pas une grosse valeur comme la valeur de la marchandise. Donc, pour finir, c'est pour vous emmener à ça. Si j'ai cette image ici, ça va parler un peu plus fort que tout ce que j'ai dit. Donc, la première chose, c'est considérer les paiements de fournisseurs et tout type de décaissement que vous avez. Pas seulement les dépenses, les dettes, toutes dettes confondues, vous devez le comptabiliser. Tout taux d'intérêt bancaire, de frais de banque, de frais de transaction, de frais de quoi que ce soit, ça doit être comptabilisé quelque part. Tout paiement de livreur, de livraison, de quoi que ça doit être pas comptabilisé, mais considéré à un certain point. Et chaque entreprise ne fait pas face aux mêmes défis. Donc, comme on vient de l'expliquer, la gestion de stock ne se tient pas non plus de la même manière, mais le principe va rester le même. Donc, je vous donne un exemple ici. J'ai un achat de marchandises. Ce n'est pas très clair. J'espère que vous voyez quand même bien. Donc, on a l'achat de marchandises et le paiement du fournisseur est dans 30 jours. On paye le fournisseur dans 30 jours. Mais moi, je vends ma marchandise seulement dans 45 jours. Je stocke tout ça ici, c'est de l'argent que je suis en train de perdre parce que la marchandise commence à s'écouler seulement à partir de 45 jours. Ça, c'est vraiment un exemple courant parce que quand on dit 45 jours, c'est une moyenne. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde arrive au 45e jour et puis commence à acheter. Non, ça veut dire qu'il peut commencer à acheter par ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais vers la fin du mois ou le début de l'autre mois, les gens reviennent pour recommencer à acheter leur stock. Donc, tu écoules ta marchandise au bout de 45 jours. Et le client, lui, ne te paye que 30 jours plus tard. Guess what? La durée de ton cycle d'exploitation est de 75 jours, donc 2 mois et demi. Et tu as déjà fait le paiement de ton fournisseur 30 jours plus tard. Il te reste encore 1 mois et demi à tenir pour obtenir de l'argent. Et c'est ça qui crée la gestion de la liquidité ici qui nous emmène dans comment on appelle ça? Qui nous emmène en faillite. Alors, c'est ici que soit si on est vraiment conscient de ce qui se passe, on va avoir une tenue de livre qui nous permet d'être vraiment serré pour être en mesure d'aller demander du financement. Ou alors avoir géré suffisamment d'argent à un moment donné de votre étape de l'évolution pour en mettre davantage de côté plutôt que de le gaspiller à autre chose et de prévoir ce trou ici. Donc, c'est d'avoir chaque fois au moins 2 mois à 3 mois. Sinon, moi, je vous dirais, moi, j'ai toujours fonctionné avec ma première entreprise. Je ne sais pas si c'était
parce que j'étais au courant de ce cours, mais vous savez, quand on va à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais on n'en garde pas nécessairement une conscience réelle jusqu'au moment où on commence vraiment à travailler avec ces informations-là. Donc, moi, je l'avais bien apprise à l'école, je connaissais mon cycle et puis d'ailleurs, je faisais des super bons résultats parce que ça se calcule, mais vraiment au niveau comptable, au niveau financier. C'est tellement de calculs à faire là-dedans, c'est très compliqué. Mais bref, je réussissais ça très bien. Mais quand j'ai commencé mon entreprise, je ne réalisais pas que ce que j'étais en train de vivre était ce cycle d'exploitation-là. Quand j'en ai pris conscience, je pense à la deuxième année, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté au point que tous les 8 ans, même pas les 10 prochaines années, donc avant que je ne ferme cette entreprise et que j'ouvre cette nouvelle-ci, j'ai travaillé avec 1 an d'avance. C'était pas compliqué, je m'achetais presque pas d'habits, je n'étais pas intéressée à tout ça. Tout ce que j'étais intéressée, il ne faut pas qu'il arrive quelque chose et que je me retrouve, moi, mes enfants, le travail, toute l'entreprise à terre. Donc, j'avais la phobie, en fait, de voir mes enfants. Peut-être c'est ça qui m'a poussée à agir comme ça. J'avais la phobie je suis monoparentale aussi, je suis mère seule. Donc, je me disais, mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Donc, du coup, par instinct de survie, je pense, et c'était vraiment pas par, comment on dit ça, par souci de cycle d'exploitation, que je me suis demandé si je pouvais mettre de l'argent. Alors, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté et pendant 12 ans, j'ai vécu avec 1 an d'avance sur mon budget. Du coup, j'avais jamais un problème. Quoi qu'il arrivait, je pouvais toujours pallier et arriver à mes fins. Euh, Maintenant, un autre type qui est plus beau à voir, et ça, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'avoir une possibilité d'avoir une créance, donc une marge avec votre fournisseur, plutôt que de 30 jours ici, que ça soit de 45 jours. Si c'est possible, hein. Si ce n'est pas possible, vous allez rester à 30 jours, c'est tout aussi bien. Donc, avoir une marge, mais pour avoir cette marge, il faut être un très bon payeur pour que cette personne accepte de vous donner une marge de 45 jours. Donc, ça se négocie dès qu'on commence à travailler avec une personne, s'il est vraiment un truc et que vous commencez à respecter vos engagements. Avec 45 jours, vous n'arrivez pas chaque mois avec, je m'excuse, j'ai 2 mois, j'aurai 3 jours de retard. Non, non, à 45 jours, vous arrivez au 43e jour, vous payez. Au 45e jour, vous n'attendez pas qu'ils viennent vous dire, écoute, on est déjà, non, qu'il n'est même pas un souci en fait. 42e jour au 45e jour, vous payez votre fournisseur pour qu'il garde confiance en vous. De sorte que quand vous achetez la marchandise, que vous ayez suffisamment une connaissance de votre clientèle, donc vous avez suffisamment fidélisé votre clientèle pour que en ce moment-là, vous soyez capable d'écouler la marchandise, donc une gestion de stock de 15 jours. Quand je dis une gestion de stock de 15 jours, ça veut dire que votre roulement de stock se passe aux 15 jours. Donc, au 15e jour, il y a un stock nouveau qui arrive parce que celui-là est en train d'achever. Au 15e jour, il y a un renouvellement de stock qui arrive. Celui-là est déjà en train de s'écouler, mais pour ça, ça prend une très, très bonne connaissance de votre client, de votre clientèle et même de votre marché cible. La connaissance de votre produit est encore très importante parce que vous savez qu'est-ce que votre client attend et donc la qualité du produit devient quelque chose de très important. Ça, j'attire l'attention à nous, entrepreneurs africains, surtout dans les produits. Dans les produits, surtout dans les produits, c'est même pas vrai. Produits et services, d'ailleurs, c'est égal. On ne doit pas négliger un client, surtout quand c'est un client ami, un client qu'on connaît.
Parce que ce client que tu connais, c'est, on va dire, c'est ton ambassadeur de marketing. Donc, on soigne le client dès le début jusqu'à la fin. Si le premier produit que moi j'ai aimé, je donne par exemple, moi j'aime beaucoup le piment, même si j'en mange de moins en moins parce que ça, ça fait... En tout cas, j'aime beaucoup le piment, donc j'ai commencé à acheter un piment, je ne voulais plus le faire, je n'avais pas le temps de toute façon. Donc j'ai acheté le piment. Et c'était très bon. Au bout de 2 mois, le piment commence à changer de goût. Au bout de 6 mois, le piment qui était un peu plus concentré au début est devenu liquide. Finalement, on se demande, est-ce qu'on veut garder le client ou on veut juste faire fuir notre client? Parce que le produit qui a marché au premier coup, j'ai pensé faire, j'ai eu une idée géniale, je vais mettre du piment commercialisé, je vais vendre ça aux gens, ça a marché, ça a juste fait fureur. Tant mieux, mais gardez le même procédé, gardez la même recette. Il ne faut surtout pas changer de recette parce que qu'est-ce qui va arriver? Plutôt que d'agrandir ta clientèle, tu es en train de la réduire par toi-même. Au même titre que tu veux gagner de plus en plus et que tu réduis la quantité de ton piment dans chaque bouteille, ben, c'est la même quantité de réduction ou bien au même pourcentage de réduction que tu es en train de réduire ta clientèle. Tu fais du piment, fais-le bien. Gagne 1 $ sur 10 000 bouteilles vendues plutôt que de gagner 3 $ sur 5 bouteilles vendues. Ça, c'est vraiment la gestion de ton client, la gestion de ta marchandise pour avoir un roulement de stock qui est de plus en plus court. Le client aime ce qu'il connaît, ce qui est bien fait, il n'y a personne ici sur Terre qui aime un produit qui est mal fait. La même chose pour le service. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai bien soigné ma présentation et puis je travaille avec vous. Finalement, le premier jour, je fais une belle présentation. Deuxième jour, la présentation est plus ou moins bien. Le troisième jour, la présentation je commence à m'excuser. Excuse-moi, j'avais pas. Non, 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 non. Il faudrait que ce service soit impeccable. Donc, et là, simplement, mon produit va être ben, mon service va être, comment dirais-je, véhiculé par vous plutôt que par moi. Hein, donc, mon effort de marketing devient moindre et donc mon temps de stockage, comme on parle de marchandises, est moindre. Alors, qu'est-ce que ça vous donne ici? C'est la beauté de l'excédent du financement d'exploitation qui fait que vous devenez votre propre financier. Vous êtes vous-même votre financement. Vous financez, l'entreprise finance l'entreprise. L'entreprise a de moins en moins besoin d'investissement. Si vous allez avoir besoin d'investissement, ça ne sera sûrement pas pour l'opérationnel, ça sera pour aller chercher de l'argent pour bâtir, par exemple. Pour bâtir, pour avoir un local, vous êtes traiteur, vous allez dire, bon là, je pense que j'ai assez fait ça dans ce petit local, maintenant je suis prête à aller dans un plus grand bâtiment où je vais avoir mon stock, je vais faire ça, je peux louer telle place et ainsi de suite. Et ainsi, ça vient de finir mon exposé et ici, je vais vous présenter maintenant comment vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre par zamana@zandalmanagement.com. Vous pouvez aller regarder mon site web à zandalmanagement.com où vous allez avoir la possibilité de m'écrire directement. Vous pouvez me suivre sur YouTube où j'offre des capsules de, de motivation où je mets justement le séminaire que je suis en train, j'espère, d'enregistrer
aujourd'hui et que d'autres pourront en profiter à un moment donné. La raison est simple, c'est que j'essaye au maximum de faire profiter ceux qui n'ont pas les moyens de le payer, de l'écouter quand même à un moment différé d'aujourd'hui, mais de leur donner la chance d'avoir aussi l'information et que tout le monde avance. C'est parce que le commerce, comme vous le savez, ne fonctionne pas pour nous-mêmes. Le plus qu'on est nombreux à avoir une capacité, à avoir des entreprises qui fonctionnent, le plus qu'on crée d'emplois, le plus qu'on crée une valeur ajoutée, le plus que les gens sont capables d'acheter nos services. Parce qu'ils ne sont pas toujours accessibles à tous. Donc, vraiment, moi, j'aimerais développer le plus de monde possible pour que les gens soient en mesure de faire les achats de tout ce que nous proposons aujourd'hui ici, autant que nous sommes dans les différentes activités. Et donc, je vous remercie énormément. Si vous êtes de Kinshasa, je travaille directement avec la Chambre de commerce de la RDC. Je travaille aussi avec eux dans la dimension du coaching pour les entrepreneurs de la diaspora et les entrepreneurs sur place. Et on est basé à Tombolabay, mais souvent, ça va être sur rendez-vous. Étant donné que je suis ici, c'est vraiment s'il y a un besoin d'accès à une formation que j'offre sur place et que je propose l'accès. Alors là, il y a un arrangement qui se fait au préalable et en ce moment-là, vous pouvez vous rendre là-bas. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, mon exposé est terminé. Merci, Zamana, merci. Il est déjà 21h08. OK. Est-ce qu'il y a